Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. L'impact de la Coupe d'Afrique des Nations au plan local pour le pays organisateur est le thème de cette émission. Le président de la Fédération ivoirienne de football disait, je cite, « La CAN est une véritable aubaine pour relancer le football local et augmenter la fréquentation des stades. » Qu'en pense notre invité du jour et quelles sont les autres retombées de cette compétition africaine? On en parle dans cet entretien. Et nous avons le plaisir de recevoir Bakayoko Abou. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes le partenaire du village CAN Akwaba CEDEAO et comme on l'a dit, on va parler de l'impact de la CAN au plan national. Lorsqu'un pays organise la CAN, comment est-ce que ce pays-là va ressentir les retombées au plan positif? On l'a dit également, vous êtes partenaire au village CAN Akwaba CEDEAO. Quand on parle d'un village CAN, qu'est-ce qu'on y fait? Et celui dénommé village Akwaba CEDEAO, quelle en est sa particularité? Bien évidemment, les villages CAN sont des espaces dédiés pour suivre les matchs pour ceux qui n'ont pas la chance de se rendre dans les différents stades. Mais pour celui dédié à la CEDEAO, c'est vraiment un creuset, un petit village qu'on essaie de faire pour représenter les 15 pays de la CEDEAO qui vont se retrouver sur un site, présenter tout ce qu'ils ont comme richesse culturelle, artistique, culinaire, autour en tout cas de la CAN, en impliquant bien évidemment les jeunes. Donc on a des parades, on a des présentations d'œuvres d'art, on a des présentations de mets, en tout cas des différents États, pour permettre à tous les invités qui viennent de pouvoir découvrir quelles sont les spécialités de chaque pays. Et ça, dans la convivialité qu'on connaît à la CEDEAO. D'accord, très bien. Le slogan de cette CAN ou sa particularité, on dit c'est la CAN de l'hospitalité. Est-ce que la représentation de ces 15 pays de la CEDEAO, de tous ces pays-là, c'est une manière de marquer cette hospitalité aussi? Tout à fait. On connaît l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire. Donc la représentante Fanta Cissé, à qui je rends un hommage, n'a pas voulu en tout cas lésigner sur les moyens. Elle a saisi l'opportunité pour marquer cette hospitalité. Donc la Côte d'Ivoire est en tout cas reconnue, mais aussi dans un climat politique un peu compliqué, il était important de réunir tous ces 15 États-là avec les pays qui traversent des moments un peu difficiles, se retrouver autour du football pour dire que nous sommes des frères et que nous devons célébrer à travers le football notre fraternité, notre union, pour que notre communauté puisse continuer sur le bon chemin qu'il a déjà enclenché. Au plan culturel, quels sont les traits d'union entre toutes ces communautés qui finalement forment l'Afrique? Tout à fait. On a pas mal de similarités entre bien évidemment les différents pays. Quand on prend par exemple le Mali, la Guinée, le Burkina et la Côte d'Ivoire, il y a pas mal de choses qui se ressemblent en termes de masques, de vêtements. Donc vraiment, il y a pas mal de similitudes entre tous ces États qui fait qu'on ne sent pas la différence, en tout cas sur le village Akwaba CAN. Au niveau culinaire aussi, il y a beaucoup de similarités. Oui, tout à fait. Seulement que les noms changent en fonction des pays, mais on remarque qu'il y a les mêmes plats, les mêmes ingrédients rentrent en ligne de compte dans les différents plats. D'accord. Quand un pays a la chance d'accueillir la CAN, une telle compétition au plan africain sur son sol, quelles sont les opportunités pour ce pays-là? Oui, les opportunités sont légion. Déjà au plan économique, au plan culturel, au plan touristique, et on parlera même du plan politique, puisque c'est un moment où on tête toutes les velléités politiques pour former un bloc autour de la nation, vendre le pays comme il se doit, et de sorte à ce qu'après la CAN, on puisse profiter des retombées de la CAN. Comme on parle de développement durable, il est bien que les retombées ne soient pas ponctuelles, mais que ces retombées-là soient durables. On l'avait dit au plan politique, en ce moment, avec le déroulement de la CAN, on a des journaux de l'opposition qui continuent toujours de parler de l'actualité politique, mais ça passe presque sous silence. Tout à fait. Ils le font, mais je pense que des mots d'ordre ont été donnés par les différents responsables des partis politiques, en tout cas invitant les populations ivoiriennes à former un bloc autour de l'équipe nationale, mais surtout à vendre une bonne image de la Côte d'Ivoire, puisque c'est notre bien commun à tous. Donc je pense que pour ce moment-là, ils essaient de faire l'effort et nous les félicitons, nous les encourageons dans ce sens-là. D'accord, brièvement, la récente organisation était celle du Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun a gagné en termes d'infrastructure, en termes économiques? Oui, on a eu en tout cas quelques idées sur l'aspect économique qui n'était pas trop visible, vu qu'il dénonçait en tout cas une stratégie économique qui n'avait pas été très rentable pour le Cameroun. Mais les choses qu'on peut voir de manière concrète, c'est bien évidemment les infrastructures, notamment les stades, qui sont restés comme un héritage pour le Cameroun et qui profitent bien évidemment au football local camerounais. D'accord. On va en parler aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a le président de la Fédération ivoirienne de football qui dit que sur les 16 clubs qui sont en Ligue 1, il y en a 9 qui sont de l'intérieur du pays, mais qui jouent à Abidjan. Donc,
Ça veut dire qu'à l'intérieur du pays, il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures. Tout à fait. Et maintenant, avec la CAN que la Côte d'Ivoire accueille, il y a un stade à Zambiro, il y a Bouaké. Bouaké, c'est vrai qu'il est là depuis un moment. Il y a Korogo. Ceux de Korogo venaient s'entraîner, du moins, leur base était à Abidjan. Donc, ça veut dire que c'est une opportunité pour la jeunesse, pour le développement du sport local. Tout à fait. Et nous tenons à féliciter le gouvernement pour avoir eu le nœud creux. Parce que, en tout cas, la CAN, comme on l'a dit, ne devait pas être une opportunité ponctuelle, mais devait vraiment durer dans le temps. Et avoir ces stades dans ces localités-là, je pense que c'est une opportunité. Ces terrains d'entraînement permettront aux équipes locales de pouvoir s'entraîner dans les conditions qui permettent de produire du beau football, qui attireront certainement du monde dans nos si beaux stades. D'accord. On avait parlé aussi de la billetterie qui était un souci. On sait qu'en Côte d'Ivoire et dans certains pays de la sous-région, quand il y a des matchs de Ligue 1, des matchs au plan local, peu sont les personnes qui se déplacent pour y aller. Est-ce que vous avez une idée en termes de propositions pour que l'engouement demeure, de telle sorte que quand il y a une compétition, les populations puissent aller au stade? Tout à fait. Moi, j'ai eu l'opportunité de discuter avec mon grand-père, Père Assonam, qui me racontait le football, en tout cas de l'adversité ASEC Africa dans le temps, qui drainait vraiment du monde, pas parce que c'était l'ASEC ou l'Africa, mais parce qu'il y avait du beau football qui était produit en fonction des infrastructures disponibles. Donc je pense qu'avec ces stades-là, ce sera vraiment une opportunité. Tout le monde veut voir du beau football. Et le beau football attire le public. Et certainement, je pense que très bientôt, nos gardiens seront remplis avec tous ces stades, ces belles pelouses sur lesquelles les gens glissent maintenant. Je pense que personne ne voudra se faire compter, en tout cas les matchs au plan local. Il y a aussi la question de l'entretien de ces infrastructures. Il y a certaines compétitions dans certains pays qui se sont achevées et parfois manquent, faute de moyens. Les pelouses sont devenues une sorte de savane. C'est aussi un défi que d'entretenir toutes ces infrastructures au plan local. Tout à fait. Et je pense que le comité local d'organisation a pensé à tout cela. Il y a même eu un séminaire pour réfléchir sur l'après-CAN quant à l'entretien des infrastructures et aussi le système économique qui devait être autour. Donc je pense que ça sera faisable en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit là, tant que le beau football est produit, que les populations sont là, on pourra avoir en tout cas des mannes pour faire l'entretien de manière pérenne. D'accord. Qu'en sera-t-il de tous ces espaces dédiés, village CAN, dédiés à la CAN après? Quelle sera la suite? Bien évidemment, cela nous laissera des pincements au cœur, vu que la CAN prendra fin. Mais l'union qui aura été créée, cette fraternité-là devra se poursuivre. Comme je l'ai dit là, au plan local, déjà entre nous Ivoiriens, renforcer nos liens de fraternité. On dit la patrie de la vraie fraternité. La Côte d'Ivoire a besoin de cela pour soutenir toute action de développement, mais aussi avoir cette fraternité-là avec nos frères de la sous-région et nos frères africains. La Côte d'Ivoire se veut un hub, en tout cas une petite Afrique, et je pense que nous travaillerons dans ce sens-là. D'accord, vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les velléités au plan politique se sont tues pour faire place à un projet commun, à un but unique pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire. Quel est le message par derrière aux hommes politiques? Parce qu'après la CAN, la vie continue. Cette manière de se mettre ensemble là, on l'a rêvé. Qu'est-ce qu'on voit par la suite? Donc je pense que c'est déjà les féliciter, avoir le courage de les féliciter, d'avoir ce dépassement de soi, de pouvoir accepter de se mettre ensemble autour de cette CAN. Nous les appelons à continuer dans ce sens-là. C'est vrai que le jeu démocratique veut qu'il y ait des divergences, mais que ces divergences-là soient vraiment saines pour le bien-être de la nation. Et nous les encourageons puisque c'est avec la contradiction d'idées qu'on trouve les bonnes propositions. Donc on ne peut pas défendre cela, mais que cela se fasse dans un bon esprit, un esprit citoyen, républicain, pour le bien de la Côte d'Ivoire. Il y a 40 ans de cela, la Côte d'Ivoire accueillait sa première CAN. Vous n'étiez certainement pas du tout. Pas de ce monde. Après, 40 ans après, dans l'organisation de cette CAN, on a certainement dû vous raconter un peu, vous avez vu aussi certaines images d'archives sur la première CAN que la Côte d'Ivoire a organisée. Les conditions ne sont pas les mêmes. Mais cette CAN que vous vivez, comment est-ce que vous la sentez et comment est-ce que vous la vivez? Oui, je la vivais plutôt, je vais dire timidement, mais avec l'ouverture, franchement, j'ai eu de la chair de poule, si on peut le dire ainsi, face à cette cérémonie d'ouverture magistrale que la Côte d'Ivoire a servi au monde, qui avait une CAN à la lutte de Coupe du Monde. C'est vraiment une fierté et cette joie-là est encore en nous, ce qui fait que nous communiquons assez. Et ce qui conforte bien évidemment notre partenariat avec le village Akwaba CEDEAO, parce qu'on se dit qu'on a un devoir. Si le ton était donné au plan national, au plan gouvernemental, il fallait que la population puisse suivre, et ça, c'est que tous nos autres puissent profiter de cette CAN-là, comme on l'a dit, la CAN
de l'hospitalité. Il fait que les gens se sentent bien, profitent du beau jeu. Comme on l'a dit, les gens glissent sur les pelouses, c'est pour dire nous avons toutes les conditions sont réunies pour produire du beau football et que le meilleur gagne, c'est certainement la Côte d'Ivoire. D'accord, c'est votre souhait. Le Maroc certainement est en position. Nous souhaitons pour tous ces différents pays. Bakayoko Abou, merci d'être passé sur notre plateau. Nous rappelons que vous êtes partenaire du village CAN Akwaba CEDEAO, avec qui nous avons parlé de l'impact de la CAN au plan national. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.